Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et pour commencer, je voudrais revenir sur ma vidéo de la semaine dernière et vous remercier pour tous ces retours positifs, pour tous ces encouragements que j'ai eus du Québec, de Madagascar et de beaucoup d'autres endroits encore. J'ai eu des retours de médiums, de clairvoyants, de magnétiseurs, mais aussi des infirmiers, des médecins et même des chirurgiens. Et pour tout cela, un grand merci. Ce qui est ressorti essentiellement de vos messages, c'est des sentiments par rapport à cette vidéo d'apaisement et de sérénité. C'était vraiment le but recherché et je vous remercie une fois de plus pour tous vos retours. Aujourd'hui, dimanche 6 septembre 2020, mon discours reste le même. Je continue à être très optimiste avec des voyants qui restent au vert. Et malgré tout, tout autour de nous, chaque jour, les mesures directives autoritaires se multiplient. Nous apprenons des décrets qui se signent le week-end en catimini, alors que la situation autour de nous continue de rester favorable avec un nombre de patients en réanimation qui décèdent, qui n'évolue pas depuis de nombreuses semaines, qui reste à un taux très bas. On change des classements de départements qui deviennent du vert au rouge, alors qu'on ne comprend pas très bien, on ne voit pas de virus autour de nous, on ne voit pas de gens malades. Et en regardant d'un petit peu plus près, on se rend compte que ces indicateurs de classement ne sont plus du tout les mêmes qu'au mois de mars. Au mois de mars, il y avait des indicateurs de gravité qui comprenaient les hospitalisations, les passages en réanimation et les décès. Or, aujourd'hui, on ne compte que le nombre de cas. On ne devrait même pas dire le nombre de cas, parce que quand on dit un cas, c'est un cas de maladie, alors que on devrait plutôt parler de nombre de tests positifs. On a multiplié les campagnes de dépistage, et maintenant on se fait dépister pour un oui, pour un non. Et d'après les dernières études, quand on fait des dépistages massifs pour des gens qui ne sont pas symptomatiques, qui ne sont pas malades, on peut avoir jusqu'à 40% de faux positifs, ce qui est énorme, énorme. À côté de tout cela, de nombreux médecins, de nombreux scientifiques, des études sont en train de montrer que toutes ces mesures autoritaires, que ce soit du confinement, du port du masque en extérieur systématique, n'ont aucun sens et au contraire vont à l'encontre de la bonne santé. On voit apparaître des pathologies liées au masque, des problèmes de toux, des problèmes bucco-dentaires, des problèmes de conjonctivite, des problèmes d'impétigo, qui est une infection autour de la bouche qui nécessite des traitements antibiotiques, alors qu'aucune étude actuellement n'a fait la preuve de l'intérêt préventif de porter un masque actuellement, où nous ne sommes pas en période épidémique majeure, comme c'était le cas au mois de mars. Alors pourquoi persévérer, pourquoi nos dirigeants persévèrent dans ces mesures autoritaires, directives? De plus en plus de monde, de plus en plus de témoignages, de plus en plus d'éléments laissent à penser que c'est pour nous diriger vers une obligation vaccinale à venir et nous maintenir quelque part un petit peu dans un état de peur, de tétanie, qui nous permet d'être dociles et d'écouter sans trop rechigner ces mesures coercitives. En France, l'assurance maladie commence à nous préparer à cette idée. Vous recevez des mails où on vous demande de remplir un sondage pour savoir dans quelle mesure vous seriez prêt à accepter une vaccination, avec selon critères, selon items, si le vaccin était fiable, si le vaccin était sans danger. Bref, on ne fait plus de la médecine, là on fait des sondages pour de la politique, pour je ne sais pas trop quoi, mais ça n'a plus rien à voir avec la médecine. Au fur et à mesure de ces prises de conscience, de ces personnes qui commencent à se poser des questions, on aperçoit dans la société, parfois à notre travail, dans notre famille, un véritable clivage qui est en train de s'instaurer entre des personnes qui sont terrorisées par la peur que ce virus engendre, et puis une personne qui a peur, ça ne sert à rien de lui dire que tout va bien, il ne pourra pas vous entendre. Il a peur et est prêt à tout accepter. Et d'un autre côté, un nombre grandissant de personnes en colère, revendicateurs, qui parfois demandent à passer aux actes pour changer cette situation totalement folle. Pour revenir à ce sentiment de colère, nous pouvons quand même ressentir que cette colère entraîne de la frustration, nous fait perdre quelque part notre discernement
et notre jugement. En étant un tout petit peu honnête et objectif, on pourrait dire que l'extérieur que l'on vit n'est que le reflet de l'intérieur. Et sans être provocateur, si nous sommes touchés, en colère, revendicateurs par rapport à quelque chose d'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose en nous que cela touche et qui nous blesse profondément dans notre essence. Quand on regarde un petit peu notre passé lointain ou proche, ces idées de colère, de révolution ne nous ont pas toujours fait évoluer dans le bon sens. Quand on prend la Révolution française, on a voulu en terminer avec cette idée de noblesse, de monarchie, et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des dirigeants politiques en France qui vivent dans des palais et qui vivent comme des monarques, qui rédigent en quelques heures, un week-end, des décrets, qui demandent à leur préfet d'appliquer leurs mesures directives sans aucune concertation. Les choses n'ont pas tellement changé. Si on regarde la guerre en Irak, les deux guerres en Irak qu'il y a eu, c'était l'axe du bien contre l'axe du mal. Et qu'est-ce que ça a engendré des années après, tous ces mouvements terroristes qui sont sur toute la planète. Enfin, et par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple de la Seconde Guerre mondiale et du procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, où il a été écrit noir sur blanc que l'expérimentation médicamenteuse sur l'homme était totalement interdite. Et qu'est-ce qu'on voit partout surgir ces derniers temps, en Inde, en Afrique, des pays sponsorisés en échange de populations qui subissent des tests de vaccination avec des épidémies de stérilité, voire de décès dans le monde. Donc cette idée de révolution, de colère, de bien et du mal doit rester, à mon avis, à l'extérieur. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt de nous plonger vers notre intérieur, sur ce que nous pouvons changer, de ce que nous pouvons faire évoluer, et puis nous connecter à notre être et à ce qui nous habite, à ce qui nous fait vibrer. Et dans ce cas-là, en conscience, nous pouvons faire le choix de jouer tel ou tel rôle. Le rôle du sauveur, le rôle de celui qui agit, le rôle de celui qui parle. Moi, pour ma part, ce qui m'anime, ce qui me fait vibrer, c'est l'idée de liberté et de justesse. Et en ce moment, par rapport à ce que nous vivons, je sens cette liberté totalement bafouée et qu'elle n'est pas juste. Elle n'est pas juste. Et en particulier pour nos enfants. Pourquoi pour nos enfants? Parce que nos enfants sont un petit peu les victimes, les boucs émissaires de tout ce qui se passe actuellement et surtout de tout ce qui va se passer. Parce qu'on a imposé le port du masque obligatoire à l'école, ce qui est une folie. Comment un enfant de 8h du matin à 17h ou 18h le soir peut porter un masque toute la journée, sans parler de tous les problèmes physiques que ça va engendrer et les problèmes psychologiques que l'on connaîtra bien plus tard. Pourquoi je vous dis tout ça, que nos enfants vont être les otages de cette forme de manipulation? Je prends ma semaine qui vient de passer. Dans cette semaine, moi quand je vois des gens, j'aime bien discuter avec eux. Et par rapport à la crise, on demande un petit peu, voir un peu comment les choses se passent. Et je m'aperçois que tout le monde se fait tester pour un oui ou pour un non. Tout est suspicion de Covid. J'en ai vu un qui avait un bouton un petit peu bizarre, un qui avait eu des diarrhées, un qui avait du reflux gastro-œsophagien, un autre qui était un petit peu fatigué, qui avait perdu 2 kilos, ils se sont tous fait tester et dépister. Qu'est-ce qui va se passer dans quelques semaines? Dans quelques semaines, c'est l'automne. Et à l'automne, les virus circulent, et en particulier les virus respiratoires. À l'école, il va y avoir des fièvres, il va y avoir des angines, il va y avoir des pharyngites, il va y avoir des otites, il va y avoir des gastro-entérites. Et dans cette folie actuelle, tout va être suspect de Covid. Et donc nos enfants vont subir des tests, leur entourage vont subir des tests, des classes vont être mises en quarantaine. Et nous savons aujourd'hui que quand nous dépistons de manière massive un virus hors contexte épidémique, le problème c'est le nombre de faux positifs qui va créer des problèmes et qui va pouvoir continuer à rester dans ces mesures directives autoritaires avec en toile de fond l'obligation de nous imposer un vaccin. Donc il semblerait que l'idée soit de proposer un vaccin
des milliards ont été investis, on le sait bien. L'OMS, les grandes organisations nous promettent qu'un vaccin sera appelé dans quelques mois, ce qui est quand même une folie pour une maladie dont les chiffres réactualisés montrent que la gravité en termes de mortalité, elle est vraiment très faible. Je ne parle même pas des traitements et des polémiques qui restent sur les traitements. Donc pour parler de vaccination, je ne parlerai pas non plus de ce qui est évident et pour lesquels nous n'avons toujours pas de réponse au jour d'aujourd'hui. C'est que vous regardez les recommandations des différents pays, un être humain ne doit pas dépasser telle dose d'aluminium ou de mercure par jour. Au-delà, c'est une dose qui est considérée comme toxique. Quand on regarde la composition de certains vaccins, et certains pharmaciens ont largement étudié tout ça, ces doses sont largement supérieures aux doses autorisées par la bouche. Ça choque personne, on pose des questions, on n'a pas de réponse. On nous dit c'est comme ça, circuler, il n'y a rien à voir. Sauf que de plus en plus de personnes se demandent que deviennent ces métaux, l'aluminium, le mercure. Il y a de notre côté une incidence grandissante de troubles autistiques chez les enfants, des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer chez les personnes âgées. Personne n'a de réponse précise parce que les études ne sont pas faites. En tout cas, la question mérite d'être posée. Je ne vais donc pas vous parler de toutes ces considérations que beaucoup de gens connaissent. Je vais vous parler de choses plus personnelles, je vais vous parler de ma fille. Depuis ma fille qui a participé au calendrier de vaccination, alors pas les derniers obligatoires où on vaccine contre tout, parce qu'elle a maintenant 14 ans, mais je l'ai régulièrement vaccinée contre ce qui était préconisé. Sauf qu'à chaque fois que ma fille était vaccinée, elle me faisait des plaques d'eczéma, de l'eczéma vraiment embêtant, qui nécessitait parfois de la cortisone, et vraiment ça m'embêtait parce que j'avais l'impression que c'était pas bon pour son corps. Dans le sud de la France, j'ai eu la chance d'être dirigé par un collègue, un fabuleux collègue, pédiatre homéopathe, ça parlera certainement à certains dans le sud de la France. Et puis j'ai décidé de lui montrer ma fille par rapport à ces problèmes d'effets indésirables du vaccin. Petite parenthèse sur l'homéopathie, puisque je parle de mon ami pédiatre homéopathe. Vous savez qu'en France, l'homéopathie, comme dans beaucoup de pays du monde, va être déremboursée à partir de 2021. Notre ancienne ministre de la Santé a fait des études pendant des mois, des méta-analyses, pour dire ça ne marche pas, ça ne sert à rien, on va arrêter de le rembourser, ça coûte quelques dizaines de millions d'euros à la France, c'est comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces décisions qui ont été prises dans le monde, c'est à partir d'une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est un regroupement d'études qui a été faite en 2016 en Australie, qui concluait que l'homéopathie ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre dernièrement, il y a quelques mois dernièrement, c'est qu'en fait cette méta-analyse a été truquée, c'est-à-dire qu'ils n'ont montré qu'une partie des résultats et ils ont complètement caché les résultats où l'homéopathie était efficace. Donc c'est un scandale, bien entendu personne n'en a parlé, mais c'est simplement pour rétablir une vérité par rapport à l'homéopathie. Deuxièmement, par rapport à l'homéopathie, je peux comprendre que beaucoup de personnes ne soient pas intéressées, du mal à comprendre l'histoire de terrain, que le remède pour une personne n'est pas forcément le remède pour une autre, même si la pathologie est le même. Je peux tout à fait l'entendre, et chacun a le droit de soigner ou de se faire soigner dans la mesure, de la manière qui lui semble la plus juste pour lui. Simplement, si j'étais ministre de la Santé, même si je ne crois pas forcément à l'homéopathie, quand on regarde notre patientèle de gens qu'on voit toutes les semaines, un patient sur deux, si vous l'écoutez quelques minutes et que vous lui donnez un remède qui coûte quelques euros, même si vous n'y croyez pas forcément, vous allez stimuler cet effet placebo et vous allez pouvoir vous passer de beaucoup de prescriptions d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires, d'antalgiques, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, et vous allez faire des économies et vous allez participer à l'écologie humaine, moins d'antibiotiques, moins de pollution, moins de résistance aux bactéries. Donc c'est une folie, même si on n'est pas convaincu que l'homéopathie fonctionne, le supprimer, c'est vraiment s'enlever une corde qui est vraiment utile, qui est d'écouter les gens et de leur donner avec un support, on peut, rien qu'un message, prenez ces granules, ça va vous faire du bien, je vous ai écouté, et c'est souvent largement suffisant. C'était la parenthèse par rapport à l'homéopathie. Je reviens maintenant au vaccin de ma fille. Donc effectivement, je rencontre l'homéopathe, il me prescrit tout un tas de remèdes, et puis effectivement,
Après les vaccins, plus de poussée d'eczéma. Les choses semblent bien se passer, ça évolue favorablement. Très bien, je suis content. Puis le temps passe. J'entends de plus en plus de choses sur les vaccins, des inquiétudes grandissantes, et puis arrive le moment du rappel de vaccination. Je suis embêté, j'ai eu quelques cas moi-même de problèmes chez des patients. Qu'est-ce que je fais? Donc du coup, je décide de retourner le voir. Et là, je lui explique mon problème, il me dit, papa, on ne se précipite pas, on va faire des dosages d'anticorps. Je lui dis, quoi? Qu'est-ce que c'est? Je ne connais pas, comment ça se passe? Mais en fait, quand vous faites une vaccination, du coup, votre corps va fabriquer des anticorps pour vous protéger contre cet éventuel virus. Et donc, en fait, le dosage d'anticorps consiste à regarder combien d'anticorps vous avez dans le sang pour savoir si vous êtes protégé ou pas protégé. Et donc, en faisant ces techniques, on reçoit des résultats du laboratoire qui dit si votre enfant fabrique des anticorps ou n'en fabrique pas. Et en fonction du taux, il y a des recommandations qui sont données. C'est-à-dire qu'on vous préconise de faire un contrôle et de proposer une vaccination qui peut aller à 3 ans, 4 ans, 5 ans, voire 8 ans. Entre parenthèses, chaque dosage d'anticorps par vaccin coûte quand même 75 € et bien sûr on n'est pas remboursé par la sécurité sociale. La question que je me suis immédiatement posée par rapport aux accidents vaccinaux que l'on peut rencontrer, c'est que se passe-t-il si l'on revaccine quelqu'un qui a déjà beaucoup d'anticorps? Est-ce qu'il n'y a pas à ce moment-là un emballement du système immunitaire qui pourrait être vraiment préjudiciable à l'organisme et être le lit peut-être de développer une maladie allergique, une maladie dysimmunitaire? Bien sûr, il n'y a pas d'études là-dessus, donc je n'aurai aucune réponse. Ma fille grandit toujours et puis elle a maintenant 14 ans et puis elle me dit papa, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des copines qui sont vaccinées contre le cancer du col de l'utérus. Alors là, bon, je ne sais pas trop quoi lui répondre. Je vais lui dire écoute ma chérie, je vais me renseigner, je vais me rechercher, je vais rechercher un petit peu, puis entre-temps, j'assiste à une présentation médicale sur les cancers de l'anus. En fait, le cancer de l'anus et du col de l'utérus, c'est les mêmes virus qui favorisent tout cela. C'est ce qu'on appelle les papillomavirus. Et puis, j'assiste à ce topo avec la présentation du dernier vaccin qui prévient contre des sous-types de virus qui sont responsables de 95% des cancers du col de l'utérus. Donc, je rentre enthousiasmé en lui disant bah, écoute, ça a l'air quand même d'être super intéressant et tout ça, mais avant de prendre la décision, je vais en parler à mon pédiatre homéopathe. Nous voilà repartis chez le pédiatre homéopathe pour prendre son avis en me disant bah là, cette fois, il va avoir du mal quand même à me dire quelque chose par rapport à ce vaccin. Je m'assois, je lui expose tout ça, je lui expose les chiffres, quand même 95%, ces virus sont contenus dans le vaccin, donc c'est génial. Et il me dit non, ça ne se passe pas comme ça. Ça, c'est un modèle mathématique, ce n'est pas un modèle biologique. Je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire par là que le fait d'enlever ces virus qui étaient responsables de 95% des cancers du col de l'utérus, il va peut-être laisser la place à des virus qui étaient moins fréquents, mais qui sont plus virulents et qui donneront plus de cancer du col de l'utérus. Bon, je l'écoute, je me dis quand même, il va peut-être un petit peu loin là, hein. Ça m'avait l'air quand même évident, il me parle de modèle biologique. Alors je vais aller regarder concrètement les chiffres. Alors on a du mal à trouver, parce que vous cherchez sur Google, vous n'allez pas les trouver, les chiffres, il faut vraiment être aiguillé pour retrouver un petit peu les vraies données. En France, par exemple, on est un des pays qui est le moins vacciné pour le cancer du col de l'utérus, et dans le monde, on est un des pays qui a le moins de cancer du col de l'utérus. En Australie, par contre, ils sont très très vaccinés, depuis ils sont en avance à peu près d'une quinzaine d'années, donc ils commencent à avoir du recul. Et là, quelle est ma surprise? C'est qu'en fait, les premières données à plusieurs années, quand même, après des campagnes de vaccination maximale contre le cancer du col de l'utérus, montrent une augmentation du cancer du col de l'utérus. Donc je me suis dit, c'est pas possible, il avait encore raison. Attention, par ce message, je ne veux surtout pas dire qu'il ne faut pas vacciner les filles contre le cancer du col de l'utérus. Je n'en sais rien, j'ai des amis qui ont vacciné leurs enfants, ils ont peut-être eu totalement raison de le faire. La seule chose que je veux dire, c'est qu'attention avec la vaccination, attention au modèle mathématique et tout simplement attention avec la vie. Pour terminer,
dans cette vidéo, et en guise de conclusion, je voudrais dire qu'il est temps de réagir, il est temps d'ouvrir les yeux. À mon sens, il ne faut pas le faire avec colère, il ne faut pas le faire avec rancœur, il ne faut pas le faire avec une idée de révolution. Il faut plutôt faire ça dans le calme, en accord avec ce qui vibre au fond de nous. Il faut comprendre les gens qui sont dans la peur, il faut discuter avec eux, les rassurer. Et puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que le peuple est souverain, que plus nous serons nombreux à ouvrir les yeux, à organiser des mouvements pacifiques, à prendre conscience de tout cela, plus les choses se feront naturellement et de manière durable. Je vous remercie pour votre écoute et surtout prenez soin de vous. Au revoir.